Salut Lola, ravi de t'accueillir pour un nouveau numéro de Paroles de Naturo. Donc je rappelle pour les gens qui connaissent pas, Paroles de Naturo, c'est une série d'interviews de naturopathes pour faire un panorama de la profession et donner du temps aussi à ces naturopathes pour évoquer leur parcours, mais également des thématiques autour du métier, des thématiques autour de la naturopathie. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lola Merci. que je vais te laisser te présenter. Merci de m'offrir l'opportunité de m'exprimer sur ces sujets passionnants. Je suis Lola, naturopathe depuis 2017, je crois, et doula également depuis 2018. Et j'exerce sur Nantes. Hmm. Doula, est-ce que tu peux prendre le temps d'expliquer ce que c'est? Parce que il y Oui, a peut-être des gens qui connaissent pas encore ce métier. c'est les accompagnatrices à... Alors, c'est un mot qui veut dire servante, c'est au service, une femme au service des femmes. Et Hmm. donc, aujourd'hui, on les connaît beaucoup parce qu'elles accompagnent les femmes dans leur grossesse, peut-être aussi le jour de l'accouchement, si la femme et le couple désirent avoir une présence à l'accouchement, en postpartum. Donc, c'est vraiment un soutien émotionnel, logistique et beaucoup d'informations données sur la physiologie, quoi. C'est pas du tout un suivi médical, c'est vraiment le soutien, être auprès de la femme. Normalement, c'est pendant aussi, ça peut être une présence à toutes les périodes de la vie, que ce soit les premières règles, la ménopause, pour accompagner aussi un deuil périnatal, une IVG. Enfin, il y a plein de manières d'être doula. Hmm. La doula de fin de vie aussi, qui Ouais. existe. Les Tana doula, ouais, ce sont Hmm. de l'accompagnement à toutes les étapes de la vie. Hmm. Et Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à la naturopathie? Et je pense aussi c'est intéressant de t'entendre sur l'association entre ta casquette de doula et celle de naturopathe. Ouais, avec plaisir. La naturopathie, du coup, moi, c'était surtout après beaucoup de voyages. J'ai passé 4 années à l'étranger, et notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mhm. Et je réfléchissais à ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est donc en revenant de ces voyages, je me suis inscrite à une école, mais je ne savais même pas ce que c'était la naturopathie. En fait, c'était un mot. Je savais que c'était ça que je voulais faire, mais honnêtement, je ne savais même pas ce que ça englobait, quoi. Mhm. Et c'est là-bas, c'est sur cette terre, et c'est en lien du coup avec le sujet de notre conversation aujourd'hui, où j'ai vraiment senti une connexion que j'avais jamais sentie dans ma vie, où j'étais un peu perdue, comme beaucoup de jeunes. Et Mhm. en rencontrant les gens, en rencontrant les populations locales, j'ai vécu avec un Maori en Nouvelle-Zélande aussi. Et par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est lui qui m'a dit en fonction de la lune, ah bah, tu dois avoir tes règles, c'est la nouvelle lune ou quelque chose comme ça. Et moi, j'étais là, je dis, bah, il me sort ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça sort d'où? Qu'est-ce que c'est que ces informations? Et en fait, Mhm. c'était sa norme à lui, en grandissant, les femmes autour de lui qui saignaient en même temps, en rapport avec les cycles lunaires. Et aujourd'hui, bah, il y a encore peu, je regardais une vidéo d'une gynécologue qui expliquait que c'était vraiment des bêtises sans fondement scientifique parce qu'effectivement, dans nos contrées, ce n'est plus la norme Mhm. biologique, on est complètement déconnecté. Donc j'ai rencontré aussi des personnes de tous âges, de tous horizons, des personnes très âgées qui vivaient en harmonie avec la terre sur laquelle ils vivaient, qui se nourrissaient extrêmement bien, qui étaient pleins de vie, qui étaient profondément heureux. J'ai découvert les gens qui soignaient avec les plantes là-bas et c'est tout ça qui m'a donné envie de m'inscrire dans cette école en rentrant en France. Et c'était parti. Ouais, donc tu as découvert finalement une approche alternative, des choses qui existaient plus forcément autour de toi en France, mais Mm, que tu as découvert finalement en voyageant. exactement. Et en rentrant en France, tu as peut-être mis le mot derrière tout ça qui est la naturopathie. Qui, Ouais. et donc tu as fait un choix d'école. Après, ça s'est passé comment? Oui, bah, c'était vraiment tout ça, c'était bah, de l'intuition et du hasard et de la chance réunie, quoi. Je Hmm. sais pas comment regarder ni comment comparer. J'avais même pas l'argent non plus pour le faire. J'ai eu un énorme virement de Pôle emploi qui est tombé du ciel. Enfin, toutes les planètes se sont alignées pour que ça se déroule comme ça. Et puis c'est pendant la formation de Naturo qu'une amie à moi qui faisait la même école m'a dit. Enfin, je m'intéressais au métier de doula aussi sans trop savoir ce que c'était non plus. J'avais une amie qui était doula.
Et du coup, dans le cheminement du naturopathe, de remonter à la cause, de la cause, de la cause, de la cause, bah, on arrive quand même à la grossesse, à la naissance. Mm. Et ça m'intéressait beaucoup. Et elle m'a convaincue en me disant, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire en tant que femme, en tant que, bah, même qu'être humain. Enfin, je pense que et ça a été le cas. Je me suis lancée dans la formation et ça a été une année incroyable de grande richesse, un travail sur soi, des rencontres très fortes et une nouvelle façon de se reconnecter bah, aux autres, aux femmes et à son corps, quoi, et à comprendre un peu comment on en est arrivé là aujourd'hui, quoi, comment dans notre société on en arrive à des états de mal-être physique, psychologique, et Mm. ça passe donc bah, par tout ce qu'on fait pendant sa vie, tout ce qu'on fait subir à son corps, et puis forcément par les premières expériences qu'on a en tant qu'être humain avec la grossesse, la naissance, les premiers mois de vie. Mm. Donc dans l'ordre, ça s'est fait d'abord la formation de naturo et après la formation de doula. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des dissonances entre ce que tu as appris en naturo et ce que tu as appris lors de ta formation de doula? Pas spécialement de dissonance, non, Euh, j'ai beaucoup sur la physiologie en tant que doula, parce que c'est pas l'accent, en tout cas dans l'école que j'ai faite de naturo, il n'est pas forcément mis sur la périnatalité, quoi. Donc ça, c'était une partie qui était un peu mise de côté, même si, mm. voilà, quand même un peu abordé, survolé. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres écoles, mais c'était pas du tout le sujet central. Et donc là, ça a vraiment été plutôt complémentaire parce qu'on apprend quand même énormément d'informations sur la physiologie, sur le corps humain, sur la physiologie de la grossesse, de la naissance, des infos qui ont changé ma manière de regarder le vivant et surtout devenir doula, c'est ce qui me manquait pour devenir une bonne thérapeute où j'ai appris du coup des outils d'écoute active où j'ai Ouais. appris à être centrée sur la personne, où j'ai appris à être présente, à être vraiment dans la présence à l'autre. Et c'est ce qui m'a permis de développer, je pense, bah, toute cette partie qui est essentielle quand on est thérapeute, que j'ai pas du tout reçue dans mon école de nature. Mm. Donc oui, c'est intéressant. Donc les deux formations finalement se sont nourries mutuellement. Oui, Euh, complètement. la formation de naturo a été enrichie de connaissances plus précises sur bah, la natalité, sur enfin, cette partie-là. Et inversement, ce que tu as appris aussi sur la posture a changé ta façon de voir la naturo. Et Ouais. j'en avais déjà parlé lors d'un autre live. C'est vrai que on nous apprend pas forcément à être thérapeute, à avoir cette posture-là. Et pourtant c'est central, quoi. Ah bah oui, ça c'est clair. Enfin, même plus que ce qu'on va avoir Mm. à dire ou à conseiller pendant un rendez-vous aujourd'hui. Enfin, ouais, j'ai eu plein de cheminements. Ça fait plusieurs années et on grandit, on mûrit, on change sa manière de pratiquer. Mais aujourd'hui, c'est essentiel d'écouter ce que la personne a à dire, quoi, de l'écouter, d'être là pour elle, d'être et même dans ce qu'on va conseiller, quoi, de pas précéder trop la demande, de pas faire submerger la personne avec trop d'informations qu'elle n'est pas prête à entendre, pas prête à recevoir, savoir où est-ce qu'elle en est sur son cheminement pour l'accompagner de manière la plus juste possible. Mm. Et ça, c'est vrai on l'a pas du tout appris. Enfin, Ouais. moi, j'ai pas appris ça en nature. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, là, les deux approches se complètent et finalement s'enrichissent, quoi. Enfin, c'est ce que Alors, oui ce et que non. tu. Oui et Ah, non, parce que du coup, je trouve que c'est très difficile de jongler entre les deux, de changer de casquette. Normalement, tu es censé, en tant que doula, ne donner absolument aucun conseil. Jamais. Et mhm. surtout aucun conseil médical et pas de conseil forcément non plus sur l'alimentation. Enfin, la frontière est très très fine entre le médical et ce qui n'est pas. Et puis même quand tu es naturopathe, qu'est-ce qui est légal, quels sont les termes que tu as le droit d'utiliser, qu'est-ce que tu as le droit de faire, est-ce que tu as le droit de prescrire, de conseiller. Enfin, tout ça, c'est un autre sujet aussi sur... Mhm. voilà. Mais donc, il y a pas de mélange de casquettes. C'est-à-dire que pendant une séance, tu vas pas passer du rôle de naturopathe à celui de doula. Par contre, les deux enseignements t'ont enrichi en tant que personne et donc finalement Mm. ont amélioré aussi ton accompagnement des deux côtés. Mais Tout- donc j'entends bien, il n'y a pas de changement de casquette en cours de route, bah, quoi. normalement, après c'est très dur, hein. C'est pas très Ouais, dur. j'imagine. Ouais. Il y a des erreurs, il y a des fautes, des petits couics où je peux pas m'en empêcher. Enfin, quand je suis avec une femme,
en rendez-vous doula, qu'elle m'explique qu'elle va prendre du tardiféron, je peux pas en fait ne pas parler du fer, de la manière dont ça fonctionne dans le corps et des alternatives qui existent. Donc c'est très très dur et c'est pour ça que c'est un peu compliqué des fois de réussir à marcher sur cette ligne et de garder les deux. Et, et est-ce que tu prends des femmes pour dans les deux disciplines? Ouais, ça t'arrive? Ouais. Et c'est ça qui est encore plus difficile, Ouais, quoi. c'est ça, ouais. Je me suis dit, bon, en plus, si c'est des gens que tu suis en parallèle sur la nature, ouais. Mais des fois, c'est super beau parce que c'est de la préconception, la grossesse, à l'enfantement, au postpartum, allaitement, ça dure sur parfois des années. Donc, c'est quand même des beaux accompagnements aussi. Ouais, bah, ouais, c'est ça. C'est la préparation du corps pour enfanter, après l'accompagnement pendant la grossesse, après la grossesse. Enfin voilà, évidemment, ça fait des cheminements qui sont super, je pense, à mettre en œuvre, quoi. Bah oui, puis on est là aussi Mm. aujourd'hui pour parler du lien et c'est quand même une chance d'avoir une personne de confiance sur tout ce cheminement, ce processus à ses côtés, qui nous connaît, qu'on connaît, plutôt que de multiplier les Bah oui, rendez-vous bien sûr. Ouais. avec un masque médical et de devoir répéter son histoire à chaque fois. Voilà. On va revenir sur la naturo, si tu veux bien. J'ai l'habitude de poser la question de trois outils en naturopathie qui seraient les plus représentatifs de ta pratique. Donc Ouais. ça peut être des plantes, ça peut être des techniques, ça peut être ce que tu veux. Mais pour voilà, pour donner aux gens qui nous écoutent une idée de la coloration de ta pratique. Eh ben, la première chose, c'est l'alimentation. Ça, c'est impossible d'y déroger. Mm. Euh, Ancestrale, du coup, aujourd'hui, depuis un an, ouais, un an, c'est vraiment le seul. Enfin, pour moi, j'ai été très heureuse de découvrir ça parce que c'était pour moi la seule manière qui existe de se passer de tout ce que je conseillais avant. Donc, je conseillais beaucoup de compléments alimentaires par le passé. Et depuis que j'ai découvert ce type d'alimentation, bah, j'ai vu que c'était possible de satisfaire, de subvenir à tous ses besoins quand on se tourne vers des aliments riches en nutriments, etc. Donc c'est d'abord ça, c'est l'alimentation. Quand c'est pas possible, par question de goût ou de conviction ou autre, de mettre ça en place, ça va être le plus possible des aliments qui sont difficiles à consommer comme ça, mais en gélule. Donc des organes de bœuf encapsulés, par exemple, ou poudre de chair d'huître encapsulée. Enfin voilà, l'alimentation, mais en gélule pour ceux qui n'arrivent pas à l'avoir dans l'alimentation. Et ensuite, donc quand il y a vraiment besoin, et ça je l'explique en consultation, je pars toujours de l'indifférencié au différencié, du non spécifique au très spécifique. Et en dernière intention, ça va être la phytothérapie, que j'aime beaucoup, et surtout la gémothérapie, euh, donc les bourgeons des plantes, ce qui pour moi est l'une des plus belles médecines qui existent et qui, j'en suis convaincue, permet du coup de se reconnecter au monde qui nous... Pour moi, c'est un remède qui est magnifique, qui joue sur le corps physique et psychoémotionnel et qui permet de faire des pas de géant dans, je sais pas, son ouverture au monde, sa conscience des choses. Donc c'est une médecine que j'aime vraiment beaucoup. La gémo. Ouais, la gémothérapie. Ouais. Mais bon, après, c'est de l'embryon. Donc Ouais, il y a aussi cette notion de cellules souches qu'on peut retrouver aussi, enfin, tout à dont fait. on parle avec le cordon ombilical et il y a cette potentialité voilà qui est présente dans le bourgeon et enfin voilà ça fait quand même écho avec ce que tu peux faire par ailleurs, quoi. Hmm. Tout à fait, C'est pas exactement. très étonnant que t'aimes cette forme galénique. Carrément. Bah ouais, ouais, c'est vrai, c'est un Hmm. beau parallèle. Bon, je te propose de passer sur notre thématique parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Donc la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une question, c'est est-ce que la déconnexion serait à la racine de toutes les maladies? Donc ça, c'est un titre que dans un post, c'est le titre d'un post que tu as fait récemment. Ouais. Et ça fait aussi écho à une vidéo que j'ai fait où je parle de la rupture de lien. Mhm. Donc j'aimerais bien, déjà dans un premier temps, que tu nous expliques ce que tu mets derrière le mot déconnexion. Ouais, bah c'est un sacré sujet et ça touche à peu près tous les aspects de notre vie. Donc je pense qu'on vit dans une société qui encourage, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais la rupture de tous les liens, tous, quels qu'ils soient, et ce dès le plus jeune âge. Et dans la réflexion que j'ai menée, dans le post que j'ai fait, j'ai essayé de remonter un peu. C'est difficile de trouver l'origine entre la poule et l'œuf, de savoir ce qui a engendré quoi. Donc j'ai pris le cheminement
d'un bébé qui naît et l'évolution tout au long de sa vie, quoi. Avec tout ce qui va être présenté, tout ce qui va lui arriver, tout ce qui va encourager cette rupture de lien. Donc pour moi, la première chose, c'est la manière dont on est. Après, ça pourrait être la grossesse aussi, donc c'est ça qui est difficile de remonter. Mais voilà, j'avais donné un exemple tout bête, c'était le nombre de femmes qui aujourd'hui subissent un déclenchement. Ce truc qui paraît anodin, euh, on dit ah oui, c'est bon, à 39 semaines, le bébé il est cuit, pas de souci, on va le déclencher. Ça arrange tout le monde parce que ça arrange les plannings, parce qu'on est en sous-effectif et que c'est une machine, la maternité, il faut des moyens comme la péridurale ou les déclenchements pour que ce soit carré, organisé, qu'on sache combien de temps on a avec chaque femme. Et ça, ce déclenchement, pour moi, mais on ne se rend même pas compte de la puissance euh, néfaste que ça peut avoir sur sa première expérience, parce qu'on explique clairement au fœtus, au bébé qui va naître, que c'est pas lui qui va décider quand il naît et qu'il est incompétent. On explique ça à la femme qui est enceinte et au bébé qui est en train de naître, que leur corps ne savent pas faire. Mais ils sont même pas encore nés, quoi. Donc ça, c'est quand même incroyable. Et tout ce qui s'ensuit, donc le séjour à la maternité, les soins qui sont réalisés sur le tout petit bébé qui vient de naître, qu'on retire à sa mère pour l'emmener sous des néons, dans des personnes qui le tiennent avec des gants en plastique, avec des masques possiblement, pour le peser, le mesurer, toutes les choses qui sont parfaitement inutiles dans les premières heures, voire même les premiers jours de vie, de faire tester des réflexes qui sont stressants, d'ouvrir les bras alors que le bébé a été dans une position fermée, recroquevillée pendant 9 mois. Mais le simple fait de se dire que c'est une riche idée de retirer l'enfant de sa mère quand il vient de naître, alors qu'on sait tous qu'il ne faut absolument pas toucher un chat, un bébé chat qui vient d'être mis au monde par sa mère. Personne, ça on le sait, c'est fou, hein. On est tous des mammifères, on fonctionne de la même manière pour la reproduction, pour l'enfantement, pour l'accouchement, pour la mise bas, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, pour les c'est les mêmes processus hormonaux, les mêmes mécanismes qui sont en place. Donc on sait qu'il ne faut pas venir déranger une chatte, qu'il ne faut pas la mettre sur le dos, lui écarter les jambes et venir mettre ses mains dans son vagin pour retirer l'enfant. On la laisse faire, on sait qu'elle va dans un coin sombre, à l'abri des regards, et on sait qu'on ne va pas mettre ses mains avec son odeur sur ces tout petits chats qui viennent de naître, sinon les mères ne les reconnaissent plus. Et aujourd'hui, donc ça, personne ne se pose des questions pour les femmes et leurs enfants. On ne se demande pas pourquoi il y a des femmes qui aujourd'hui disent qu'elles ont mis des mois, voire un an à ressentir de l'amour pour leur enfant. On ne se demande pas ce qui s'est passé avec le pot à pot qui n'est pas respecté, ou alors maintenant c'est absurde. Maintenant c'est dans les protocoles, le pot à pot c'est 1 heure. Est-ce que l'heure de pot à pot a été faite? Ça n'a aucun sens. Donc on essaye de remettre bien, mais d'une manière tellement déconnectée et rigide et protocolaire. Et il y a des femmes qui loupent le premier regard avec leur enfant. Il y a ce proto-regard dont on connaît l'importance pour le fondement de l'attachement, l'odeur, les bains qui sont donnés aux tout petits bébés, on leur retire cette odeur, alors que l'odeur, c'est un des moyens une des voies d'attachement les plus puissantes qui existent chez les mammifères. C'est que ces petites choses-là qui se produisent les unes après les autres, et donc surtout au Ah moment là, ouais, donc ce que tu dis, c'est que cette notion de déconnexion, elle est imposée dès la naissance, en tout ouais. cas dans les protocoles qu'on peut connaître en France, euh, et que finalement on est éduqué dès l'enfance à cette déconnexion, quoi. On nous empêche de créer du lien avec déjà notre mère, et après, bah, ça continue Ouais. dans Et la tu vie. parlais tout à l'heure des cellules souches, donc là, une des choses qui, tout ça, c'est des choses, ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, créent une énorme chose. Donc, de manière isolée, peut-être que c'est pas si important, mais pour moi, par exemple, le fait qu'on s'empresse de couper le cordon ombilical, euh, alors que dans des dizaines de cultures, le placenta est considéré comme un organe sacré. C'est le premier organe de l'enfant. Donc, c'est pas un organe qui appartient à la mère, c'est l'organe de l'enfant qui lui a permis d'être nourri, de grandir, d'arriver à maturation. On le coupe tout de suite. Bien sûr, physiquement, sur le corps physique, on le prive de ces cellules souches qui sont incroyables pour la santé. On dit oui, mais c'est utile pour d'autres personnes qui en ont besoin dans leur traitement, donc on va les prendre, on va les mettre dans un labo pour d'autres. Ah, ok. Donc si c'est si précieux, peut-être qu'en fait, c'est peut-être pas une mauvaise idée de le laisser à mon bébé qui vient de naître. On le prive d'un tiers de son volume sanguin, mais au-delà de ça, sur un plan plus subtil, qui parle plus à beaucoup de personnes tant on est déconnecté,
est-ce qu'on peut, enfin, juste se questionner sur la violence de ce geste? Souvent, on sectionne, on coupe le cordon alors que le placenta est encore accroché à l'utérus de la mère, donc ce qui en plus entrave le processus d'expulsion du placenta, mais ça, c'est encore autre chose. Et quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, quoi, que c'est considéré comme le siège de l'âme pour plusieurs cultures, que c'est un organe qui est respecté, qui est choyé, qui est remercié, qu'on peut planter dans son jardin, sur lequel on va planter un arbre, où l'enfant pourra retourner sur cet arbre pour se soigner toute sa vie. Enfin, c'est aussi un énorme, une déconnexion incroyable qui se passe. Donc on se coupe de tellement de choses. Et oui, comme tu dis, ça continue ensuite toute la vie, puisque enfin, voilà, dans Mm. mon entourage, le nombre d'amis que j'ai et qui, dès que alors, leur enfant se réveille, mal à la gorge ou un peu de fièvre, bah, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va chez le médecin tout de suite. On n'a même plus, on ne sait même plus comment soigner ses enfants, on ne sait pas comment se soigner soi. On a besoin d'avoir un tampon, d'avoir une autorité qui vient délivrer un diagnostic. Qu'est-ce que ça peut faire, que ce soit une laryngite, une rhinopharyngite, enfin, il y a mal à la gorge, voilà, on peut donner du miel, on peut accompagner la fièvre, on peut savoir que c'est un processus de guérison, que c'est essentiel au développement du système immunitaire, que c'est comme ça qu'on grandit de manière saine, optimale. Euh, c'est incroyable. Alors, on pourrait peut-être aussi remonter avec ce qui s'est passé pendant la grossesse où le corps de la femme ne lui appartient plus. Et donc après, comment on fait quand on a son enfant qui nous a été sorti de notre corps par une autorité supérieure? Bah, c'est clair que la confiance en soi, en ses capacités, le fait de savoir que c'est nous qui sommes les plus à même de répondre aux besoins de nos enfants, elle est perdue parce qu'il y avait tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, pendant les 9 mois, pendant tous les examens qui ont été réalisés, le stress d'attendre un résultat d'analyse qui peut être mauvais, de se dire est-ce que tu as assez de fer? Ah non, j'ai pas assez de fer, mon corps est défaillant. Est-ce que tu as des protéines dans les urines, etc. On va faire tel ou tel écho. Est-ce qu'il y a ce risque de pourcentage qui soit mal formé? C'est que faire douter de soi, de son corps, de sa santé, de la santé de son enfant, et réussir à déconnecter pour qu'ensuite, pour l'accouchement, bah, hop, on se fasse accoucher complètement, et ensuite, impossible de prendre soin et de prendre la responsabilité de la santé de son enfant, puisque Mm. ça a été complètement volé. Et il y a aussi cette question de ressenti, c'est-à-dire que on nous apprend à pas écouter nos ressentis, Bah, à pas oui. exprimer nos émotions, à pas écouter non plus nos intuitions. Euh, alors ça passe par l'éducation, mais là, quand tu parlais de grossesse ou même d'accouchement, euh, qu'est-ce que ressent la femme? De quoi elle a besoin à quel moment? Ouais. Enfin, voilà, on déresponsabilise les gens énormément. Et Et en faisant ça, on leur enlève un pouvoir d'une certaine manière. c'est l'absence de responsabilité et le fait qu'on t'explique que ce ne sont pas des choses qui peuvent être ressenties, mais ce sont des choses qui doivent être mesurées par des machines, par des soignants, par des professionnels. Et si toi, tu n'es pas la professionnelle de ton corps, quelqu'un d'autre sait comment ça se passe. Donc et puis ça, donc c'est toujours, voilà, toujours difficile de savoir ce qui a été l'origine de quoi, mais quand on est un enfant, qu'on grandit dans ce système-là, euh, et ensuite une jeune femme, donc c'est surtout pour les femmes parce qu'il y a la gynécologie que les hommes ne subissent pas, mais quand on t'explique à 14 ans que tu dois aller voir un gynéco, que c'est parfois la première fois que tu te mets nu devant un homme, que tu dois subir un examen mais humiliant, où il y a la pudeur, l'intimité n'est pas respectée, tu dois écarter les jambes, il y a un étranger que tu ne connais pas, qui a 3 fois ton âge, qui insère des choses dans ton vagin et qui te regarde et qui t'ausculte, enfin, comment est-ce qu'on peut se dire que après la maternité, la grossesse, l'accouchement, ça peut se passer de manière connectée quand c'est aussi désacralisé. Toutes ces expériences-là, c'est les premières expériences sexuelles parfois pour certaines femmes. Et la sexualité, bah, aujourd'hui, on voit bien aussi ce qui se passe. C'est plus considéré non plus comme quoi que ce soit de sacré. Le côté sexuel de l'accouchement, il est complètement effacé, alors que c'est un acte sexuel, c'est la prolongation de l'acte sexuel. Et les mêmes hormones sont en jeu pendant l'accouchement que par exemple pendant un orgasme. Et ça, c'est des trucs qui sont balayés parce qu'il y a combien de personnes dans la salle qui rentrent, qui parlent, qui se racontent leur vie, qui se racontent leur week-end, qui ne prennent même pas la peine de chuchoter. On est sous des néons attachés
avec une voie veineuse monitorée avec des bips de machines partout, c'est pas les conditions dans lesquelles on réussirait à faire un câlin avec son mec, quoi. Enfin, ou ça. Mm. Mais en fait, ce qui se passe dans la salle d'accouchement, c'est ce qui s'est passé toute la vie des gens. C'est ça. C'est-à-dire que cette déconnexion, ce côté, bah, j'en remets ma santé et ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire l'enfant qui va naître. Ouais. Ah, il y a l'étranger, je connais pas. Enfin voilà, il y a ce côté, on perd la question des proportions. Enfin voilà, on a, c'est pas quand on devient, enfin pendant la grossesse, il y a beaucoup de gens qui évoluent à partir du moment où il y a une annonce de grossesse. C'est là où les gens se posent des questions, les femmes commencent à bouquiner, les maris pareil, à aller chercher dans des bouquins. Enfin, c'est là où il y a des moments de prise de conscience, mais c'est court 9 mois pour pour Ouais. réapprendre à savoir ce qu'on veut, à se réécouter, enfin à comprendre les enjeux en fait. Et C'est trop, c'est trop court et c'est une période aussi où bah, quand ça se passe bien, tu es censé te déconnecter le plus possible du monde concret, administratif, du réel pour rentrer dans d'autres ondes émises par ton cerveau qui ressemblent plus à celles de la méditation, où ça c'est le processus de la grossesse, quand il se déroule bien, tu es censé partir, quoi, commencer à te déconnecter et à aller dans l'autre monde et à aller, voilà, à aller dans le... pour pouvoir aller chercher ton bébé ensuite. Bon, ça c'est des trucs un peu plus perchés, mais ça a été mesuré, tu vois, avec des électroencéphalogrammes, les ondes émises par le cerveau d'une femme enceinte et en travail, quoi. Ça existe, c'est voilà pour les personnes plus cartésiennes. En tout cas, de devoir lire autant d'ouvrages et ouvrir cette porte qui est un puits sans fond sur des connaissances, ça peut être vraiment très difficile, déstabilisant. C'est trop court. C'est l'inverse de ce que du mouvement naturel dans lequel tu es censé aller, juste être dans le ressenti et pas dans le cortex cérébral. Donc c'est dommage parce que c'est vrai que c'est ce moment-là où beaucoup de femmes se mettent à s'informer et à se nourrir de toutes ces informations-là. Et en plus de ça, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est trop court et j'ai loupé. Ça y est, j'ai loupé le truc. alors, si on revient sur sur ce concept de déconnexion et de maladie, donc là on a parlé de la grossesse, de l'accouchement, donc bah, des moments aussi de naissance, mais comment toi en tant que naturo, tu constates aussi qu'il y a beaucoup de pathologies, donc de maladies qui viennent de cette notion de déconnexion. Bah, oui, après ça, c'est difficile de pouvoir vraiment statuer, c'est à cause de la déconnexion qu'aujourd'hui vous êtes malade. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, un cheminement très long avec beaucoup d'éléments mis bout à bout. Et clairement, c'est ouais, donc c'est très difficile de faire la part des choses, mais le fait que personne ne soit au courant de comment le corps fonctionne, c'est quand même un bon indice, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en cours au collège, au lycée. Personne ne sait comment il faut se nourrir correctement pour être en bonne santé, comment se soigner quand t'as quelque chose, faire confiance à ton corps, savoir que quand tu es malade, c'est une bonne chose et que ton corps sait faire, et savoir qu'il peut se débrouiller tout seul sans avoir besoin d'intervenir aussi. Et donc l'alimentation, enfin, quand tu t'intéresses pas à ces sujets, moi j'ai grandi aussi, bah, j'allais au champ, quoi. Enfin, on achète ce qu'il y a à disposition. Il faut quand même avoir envie d'aller chercher ailleurs et s'intéresser et soit rencontrer les bonnes personnes ou soit même de son côté faire la démarche, mais c'est pas rien, quoi. Aller au marché, t'intéresser à ces sujets-là, avoir l'argent, mettre l'argent, faire un choix financier que ta santé passera peut-être avant d'autres choses et que ça passe par l'assiette. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas apprises, qu'on oublie ou qu'on n'a jamais su. Et bien sûr, à un moment de sa vie, que ce soit, euh, que ce soit des pathologies physiques ou psychologiques, quoi. Ouais. Donc il y a cette notion de connaissance que tu évoques. Mais enfin, moi, ce que je constate moi sur le terrain, c'est que la déconnexion en elle-même n'est pas pathogène. Elle le devient à partir du moment où cette déconnexion est chronique. C'est-à-dire que si on parle par exemple des émotions, quelqu'un qui va pas écouter ses émotions et qui va être dans le déni ou qui va mettre ça bien profond, c'est pas en faisant ça pendant un jour qu'il va être malade.
mais c'est la déconnexion de son ressenti, de ses émotions sur 10 ans, sur 20 ans, qui à un moment va ressortir d'une manière, enfin voilà, à travers l'expression d'une maladie, d'une pathologie. Alors, on peut parler des burn-out, il y a cette notion d'accumulation jusqu'au moment où voilà, les surrénales peuvent plus donner, il y a l'écroulement, mais il y a plein d'autres facteurs. Et je pense que derrière cette notion de déconnexion, il faut l'associer à cette notion de chronicité. C'est-à-dire que on peut ne pas écouter sa douleur au genou pendant un jour. Par contre, si on fait ça pendant 6 mois, en fait, c'est là où on s'aperçoit qu'on a en effet un épanchement, on a quelque chose de grave, quoi. Mm. Donc c'est cette écoute, ce manque de connexion à ces ressentis, que ce soit des ressentis physiques ou émotionnels, qui sont pathogènes quand ils s'inscrivent dans des durées plus longues, quoi. Bah, bien sûr, et On c'est a, pour c'est l'accumulation des choses isolées, quoi. C'est une vie entière. C'est une vie entière sur tous les plans, sur le lien avec la planète, l'environnement. Parce que c'est quand même un truc incroyable où il y a autant de personnes aujourd'hui qui militent pour respecter l'environnement, mais qui militent de manière totalement déconnectée, en expliquant que végétaliser son assiette, c'est un acte qui va sauver la planète, alors que végétaliser l'assiette de 8 milliards de personnes, c'est une guerre contre la Terre sur laquelle on vit. Ça peut pas être un régime qui tient dans le temps, qui va être, sans les conséquences dramatiques que ça. L'agriculture, c'est quand même à l'origine de destruction d'écosystèmes entiers, d'extinction d'espèces, sauf que ça se fait sur beaucoup d'années aussi. Encore une fois, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas choc, c'est pas les images de L214 qui sont très importantes aussi, parce que c'est grave ce qui se passe avec ce qu'on fait. Ça aussi, c'est une preuve de déconnexion, ce qu'on est capable de faire subir aux autres êtres, autres espèces vivantes de cette planète. Mais on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème, qu'il y a trop de pollution et qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement, mais on est complètement déconnecté dans les villes, loin de la campagne, loin de ce que c'est que de nourrir la terre, loin de ce que c'est que il faut de la vie animale, humaine, pour que la vie pousse dans les sols. On est dans des niveaux de déconnexion avec le vivant, même dans les personnes qui militent pour le vivant. Ça va très loin, c'est très subtil, je trouve. Mm. Et ça, moi, c'est un enjeu qui me tient énormément à cœur. Enfin, moi, j'envisage vraiment ma mission de naturopathe comme un rôle d'accompagner les gens vers une reconnexion à la nature à travers la connaissance de leur santé, mais aussi de la connaissance de l'environnement, ne serait-ce qu'à travers les plantes, mais aussi, enfin voilà, moi je passe aussi pas mal de temps avec les gens en extérieur pour justement les ancrer dans cette réalité concrète des plantes qui poussent, de pouvoir leur montrer une bardane qui est juste à côté d'eux et qu'ils voient quasiment tous les jours quand ils vont au boulot et en fait ils savent pas que ça peut régler les problèmes d'acné de leur fille. Enfin voilà, c'est de ramener cette connexion à ramener cette connexion avec la nature qui permet d'ouvrir des nouveaux horizons, qui permet voilà qu'il y a un apprentissage aussi de l'instant présent, de l'observation. Et quand on parle observer l'extérieur, bah, ça nous amène aussi à observer l'intérieur, forcément. Les deux vont de pair, en fait. Comme l'intérieur, l'extérieur, et la vie et la mort. Et la mort, quoi, la question de la mort, c'est quelque chose qui nous a tellement terrifiés dans notre culture. On est tellement déconnecté de toute spiritualité, de, 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 et la peur que la mort engendre et le fait qu'on se dise qu'on peut l'éviter à tout prix, que ce soit pour notre santé, comme on l'a vu avec le Covid, où ça a été quand même assez phénoménal, ou dans l'alimentation, où les personnes militent végétariennes, véganes, et même j'ai déjà vu des conversations où c'était des personnes qui proposaient de séparer les espèces dans des enclos pour pas que les prédateurs ne viennent consommer les autres animaux, quoi. Ça va vraiment très très loin, l'anthropomorphisme et le déséquilibre, le déréglage mental auquel on arrive aujourd'hui tant on est déconnecté du vivant. Et le vivant, c'est aussi la mort. Et ça, c'est pas dans le métier de la périnatalité, c'est essentiel de travailler autour de la question de la mort aussi. Et c'est vrai que cette déconnexion avec... alors, je pense que derrière, il y a cette déconnexion spirituelle. Et je parle Ah, pas de religion, je parle de la spiritualité. Et c'est vrai que c'est un phénomène récent, hein, parce que si tu regardes au niveau de l'histoire, enfin même au niveau français, quoi, la relation avec la mort n'avait rien à voir ne serait-ce que 60 ans ou 70 ans, quoi. Il y avait les veillées funèbres, il y avait le mort qui restait présent, il y avait des échanges. Enfin,
ça n'a rien à voir avec aujourd'hui le traitement justement des décès où le corps finalement disparaît assez vite, les gens n'ont plus ce rapport-là. Enfin, moi, je suis breton, donc j'ai j'ai lu pas mal Anatole Lebras, La légende de la mort. Donc c'est un recueil des légendes bretonnes. Et en fait, à travers ces légendes-là, on voit les traditions autour de la mort. Et enfin voilà, il y avait une spiritualité autour de ça, les intersignes, il y avait une vraie culture et c'était en fait l'occasion de partage et une forme de désacralisation en fait de cette étape-là. Et cette Réalisation. reconnexion au spirituel, elle a vraiment aussi, un rôle majeur pour l'équilibre des gens, tout simplement. Ouais, complètement. Mais ça, c'est difficile aujourd'hui de parler de ça avec beaucoup de personnes dans notre société hyper cartésienne et scientiste. Et d'ailleurs, j'aime bien rappeler à chaque fois que Descartes croyait en Dieu, mais ça, c'est pour la petite anecdote, quand on Enfin, parle. les grands scientifiques croyaient en Dieu, Einstein aussi. Et Enfin, puis même beaucoup de... Là, aujourd'hui, ce que moi, des bouquins que j'aime beaucoup lire, c'est des personnes qui travaillent, je sais pas, dans des domaines, ouais, dans la physique et qui font des liens avec la spiritualité, quoi. Des personnes qui ont un cursus ultra scientifique et un niveau d'études très très loin. Et plus ils avancent dans leur recherche, plus la question de la spiritualité revient aussi. C'est vrai que j'adore cette mais il y idée-là. avait, enfin, tu vois, les jésuites, enfin, ils avaient une place énorme aussi dans le développement des sciences. C'était des religieux, en fait. Donc, de tout temps, il y a eu ce truc-là, et maintenant, il y a eu vraiment pour le coup, cette rupture. Mais en effet, je pense que c'est lié la déconnexion du spirituel. Il y a eu un effet balancier vers ce que tu appelles le scientisme. Donc, en fait, ils sont allés chercher dans la science Leur ce nouveau qui leur Dieu. manquait, sauf que ça marche pas, en fait. C'est pas du tout, enfin, ça marche pas. Non, ça marche pas. Et Ouais. ça, ça fait partie de la médecine déconnectée et malade à laquelle on assiste tristement aujourd'hui. C'est le fait que tout soit étudié sur des cadavres, sur des planches anatomiques, que les membres soient étudiés de manière dissociée, les organes, enfin chaque système de notre corps, c'est une spécialité dissociée des autres, quoi. C'est incroyable, alors que c'est impossible de séparer ça. Et c'est le syndrome du docteur Maboul, quoi, aujourd'hui, où non, mais il n'y a pas de souci, on va vous enlever votre thyroïde, ou vous voulez pas d'enfant, on va vous enlever l'utérus, il n'y a aucun souci, ça sert qu'à la fonction reproductive. Bah, pas du tout, on ne sait rien, on n'est qu'au début. Il y a même des études qui montrent que ça a un lien avec la mémoire, que c'est comme ça fonctionne comme un deuxième cerveau chez les femmes. Et quand on sait qu'on sait qu'un minuscule pourcentage et qu'on se permet quand même de se dire que voilà, l'appendice, ça sert à absolument rien non plus, on peut vous l'enlever, il n'y a pas de souci. Elle C'est est vécu du dire. c'est incroyable, quoi. C'est Ouais. incroyable. Ouais, la vésicule biliaire, oui, ça sert à rien du tout, c'est clair. Alors que là, il y a des études qui sortent sur le microbiote spécifique de la vésicule biliaire, qui a évidemment aussi un rôle sur tout le reste, quoi. Donc, Et l'appendice, où on sait qu'on sait rien encore de cette petite chose, à part le fait qu'il y a quand même les cellules maternelles qui sont stockées là toute sa vie. Toute sa vie. Bon, c'est quand même, on peut se dire qu'il y a peut-être autre chose, quoi. Il y a peut-être un intérêt à ça, quand même, quelque part. donc c'est vrai que là, on parle de déconnexion. C'est vrai qu'on la retrouve évidemment dans ce que tu as cité, l'organisation de la médecine, déconnecter les membres, déconnecter, voilà, un corps, c'est une addition d'organes. Enfin voilà, c'est le côté, ouais, c'est ça. On a réduit en fait, c'est la démarche réductionniste, mais on a découpé en fait les gens et on le retrouve aussi cette déconnexion de l'entité globale, quoi. Ouais. Et justement, je voulais qu'on reparle un peu de la notion de norme, Ouais, parce que derrière le côté rupture de lien, il y a aussi cette vision un peu industrielle de la vie. d'organisation normée avec des masses à gérer, à optimiser. Et c'est vrai que les normes nous déconnectent de ce qu'on est en tant qu'individu. Donc, on parle de normes sociales, de normes biologiques. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de cette notion-là? Bah, je suis bien d'accord avec toi. C'est très triste que les normes sociales remplacent les normes biologiques. Moi, ce qui m'attriste, c'est à quel point on cherche à s'émanciper de notre condition d'homo sapiens, à quel point le mental, l'ego et l'intellect prend le dessus sur nos corps. Et aujourd'hui, on arrive à dissocier
notre intellect sans savoir ce que c'est. Les gens disent, ouais, un sujet, ouais, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais on arrive à se dire que bah, c'est ce qui laisse place au transhumanisme, c'est ce qui laisse place au fait que on peut faire ce qu'on veut de son corps, qu'on peut en retirer tel organe, qu'on peut prendre tel traitement sans aucun souci, qu'on peut lui faire vraiment subir ce qu'on veut. Donc ça, c'est pour moi bah, le terreau de pathologie à venir vraiment, vraiment grave. Et ces normes et cette organisation industrielle des sociétés, bah, elle est à tous les moments de la vie, elle est à tous les niveaux. Donc on l'a vu pour la naissance, parce que aujourd'hui on peut parler d'industrialisation des naissances. C'est un système industriel, c'est une machine qui doit tourner, qui ne marche pas très bien, pour lesquelles il y a besoin de faire de l'argent, comme dans tous les systèmes. Après, moi, c'est un sujet sur lequel je pourrais parler des heures, mais il y a l'école qui fait polémique aussi, où c'est normal aujourd'hui. Et c'est des questions qui se posent même pas. Tu as un enfant, il va à l'école. Il y a même pas, même, ça vient même pas à l'idée de se dire il y a une autre alternative qui existe. Et non, mon enfant n'est pas obligé de 8h à 18h de passer du temps avec quelqu'un d'autre, avec 30 élèves, assis sur une chaise, à devoir demander la permission d'aller faire pipi, de devoir faire taire tous ses besoins, de devoir se fondre dans un groupe et faire passer ses besoins après les besoins de la collectivité, quoi. C'est quand même, enfin, quand on réfléchit un peu à ce sujet-là, on se dit, bah voilà, de 3 ans à 18 ans minimum, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à aller creuser aussi en termes de déconnexion, d'industrialisation? C'est quand même un sacré sujet. C'est une déconnexion de ses ressentis. Enfin, c'est une déconnexion de l'individu pour rentrer dans un collectif. C'est ça. Et de ne Mm. pas suivre ce qui te plaît, ce que tu as envie, d'avoir. Aucun enfant choisit le programme, aucun enfant choisit d'aller au bout d'un sujet, quoi. Quand tu fais l'instruction en famille, ce qui est chouette, c'est, j'espère pouvoir le vivre, c'est d'accompagner ton enfant dans toutes ses envies. Ça peut être pendant des mois un seul et même sujet. Et aujourd'hui, quand on discute avec les gens de ce que vous avez gardé de l'école, bah, enfin, j'en parle souvent, ça. Et ça va être apprendre à tricher, apprendre à tirer son épingle du jeu. Et ça va pas être d'avoir retenu enfin voilà le programme qu'on a vu, quoi. Et c'est éteindre pour moi le feu que chaque enfant porte, l'envie d'apprendre et l'envie de se développer en tant que personne avec une identité propre et une personnalité et des couleurs. Et ça, on l'efface et on le forme on le Ben, forme. on lui apprend pas à être un virtuose, on lui apprend pas à écouter ses talents naturels, on lui apprend à devenir moyen en tout, quoi, Voilà. d'une certaine Et manière. à s'intégrer dans un système Mm. énorme, dans une machine, et à être un membre productif de la société. Et pour en revenir sur une dimension plus santé, c'est vrai que enfin, moi je suis atterré souvent en consultation du nombre de personnes à qui on a dit un jour, Monsieur, Madame, vous avez du cholestérol, vous êtes en mauvaise santé. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors, regardez votre prise de sang, vous avez un cholestérol là, ah, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc en fait, bah, maintenant vous allez prendre des statines. Ah ouais. Et bon, je vais pas revenir parce que c'est pas le sujet du live sur le cholestérol, les statines. Vous pouvez aller lire plein de choses sur Internet. Ouais. Il y a des gens qui ont bien démontré ce scandale. Euh, mais tout ça pour dire que ces gens-là, on leur a dit qu'ils étaient malades. Mais ces gens-là, s'ils avaient écouté leur ressenti, ils auraient dit, mais non, mais je suis en pleine forme. Enfin, j'ai pas j'ai pas le moindre symptôme. Je me sens bien. Je suis pas essoufflé. J'ai pas de problème cardiaque. J'ai pas. Et en fait, on leur a dit, bah non, selon la norme, selon le chiffre qui vient de sortir là sur la feuille de papier, vous êtes à risque. Et vous êtes à risque statistiquement parlant. Ouais. C'est la même Et, chose. et, C'est et c'est- donc c'est le cholestérol, mais en fait, il y a mais c'est comme ça pendant 9 c'est pour plein de choses, quoi. c'est Et ça. de la même manière, c'est ouais, madame, en fait, là, on a vu que c'est pareil, vous avez un taux de TSH qui est dans la norme, donc vous n'êtes pas malade. Oui, mais j'ai des symptômes. Ah oui, non, mais là, vous Ouais. n'êtes pas dans la, vous Ouais. êtes dans la norme. Enfin voilà, c'est le côté euh, ne pas écouter les symptômes, ne pas écouter son ressenti, au profit en fait de statistiques qui sont basées sur des moyennes. Donc évidemment, sur 1000 personnes, il y a peut-être 1000 cholestérols différents. On prend la moyenne, mais ce qui est valable pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre, quoi. Ouais. Et cette notion de norme, en fait,
pour moi, cette, 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 voilà, cette dimension statistique qui a pris le dessus dans la logique de santé, mais dans la logique globale de la société, enfin, ça s'applique pour plein de choses, hein, en fait, favorise cette déconnexion. C'est-à-dire que c'est les chiffres en fait qui nous guident, qui nous donnent des indicateurs, et ça n'est plus notre ressenti, ça n'est plus notre sensation, ça n'est plus notre capacité en fait à être le mieux placé pour savoir ce qui se passe. Bah ouais. C'est la machine, les- la machine au détriment de l'humain, quoi. C'est déjà, on est déjà là, on y est déjà. Mais et pour en revenir à tout à l'heure avec, au début de notre conversation avec le déclenchement, la date de terme, quand on voit comment elle a été mise en place, c'est absurde. C'est absurde, c'est aberrant. Et aujourd'hui, toutes les femmes stressent et sont en dépassement de terme. Et c'est même écrit le jour de l'écho que c'est une probabilité. Et pourtant, tout est basé là-dessus. Les protocoles sont basés là-dessus. Donc oui, c'est pour tout. C'est pour tout. Mm. Et c'est ça aussi que Vas-y, je voulais dire par tu rapport peux, tu à peux la... nous expliquer comment a été établie justement cette norme? Ah, je crois que ça a été, ça date, alors je pourrais plus te dire le siècle, mais c'est un médecin, je sais plus si c'est au 17e ou 18e. Euh, Développement, accompagnement, on parle très très bien dans ses stories. Elle fait un gros travail historique aussi là-dessus, qui s'est basé sur 200 femmes et qui a fait une moyenne. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui, c'est encore utilisé en 2023. Alors que ça a été une moyenne qui a été faite en prenant une femme qui a un cycle, par exemple, de 28 jours aussi, alors qu'on sait qu'il y a très peu de femmes qui ont des cycles de 28 jours. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est calculé. Quand on calcule en termes de SA, de semaines d'aménorrhée, on part du principe que c'était l'ovulation a eu lieu 2 semaines avant les dernières règles pour toutes les femmes. Et c'est une moyenne, c'est des chiffres, c'est une statistique qui ne représente pas du tout la réalité du corps de la femme qui est en face de soi, quoi. Et tout est basé là-dessus. Et le stress qui va être mis sur la femme, et les doutes, et toutes ces petites pics de doutes sans arrêt sur c'est pas le bon poids, c'est pas le bon résultat, il y a un tout petit pourcentage, et machin, et tu dépasses. Et à chaque fois, c'est ce que tu disais pour le cholestérol, on te montre un papier en dehors de ton autorité, en dehors de ton corps, en dehors de toi, qui te dit, qui te fait douter de ce que toi tu ressens, jusqu'à ce que tu ne ressentes plus rien et que tu fasses confiance à l'autorité supérieure. Mm. Et c'est vrai enfin voilà, on est tous différents. Un enfant, il va pas faire 1m60 au bout de la même durée, qu'il soit bien nourri, pas bien nourri, qu'il ait des parents qui soient petits, qui soient grands. Enfin, c'est vrai que c'est surprenant en fait d'accepter que voilà la croissance d'un enfant, voilà, il y a de la variation. Et par contre, pour l'embryon, il faudrait qu'il grandisse de manière linéaire jusqu'à 9 mois. Enfin, il y a un truc qui est incohérent, quoi. Enfin, on peut le constater en fonction de ce qu'on mange, en fonction de, voilà, de notre environnement, en fonction de notre patrimoine génétique. Enfin, et justement, par rapport à cette connexion avec tout ce qui se passe autour, il y a évidemment une influence sur comment on se développe. Bah ouais. Et c'est vrai que ça paraît incroyable de se dire, pour un embryon, en fait, non. Non, non, il est autonome, il grandit, c'est 9 mois, c'est la norme, et basta, quoi. Enfin, c'est... Donc ça, c'est par rapport à ce que tu dis complètement. Et il y a aussi le fait que les méthodes d'évaluation et d'analyse sont complètement faillibles parce qu'aujourd'hui, enfin, la plupart des femmes qui ont déjà eu un enfant savent que l'estimation du poids, faut pacifier, quoi. Et pourtant, les déclenchements, les césariennes sont encore pratiqués en masse parce que le bébé est estimé trop gros et à la naissance, il fait 3,2 kg et oh bah oups, bah ouais, et ça, c'est quand même quelque chose que ça y est, maintenant, on commence à avoir du recul là-dessus aussi et on sait que c'est quand même quelque chose, faut pas trop s'y fier non plus, quoi. Hmm. J'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps pour terminer le live sur bah, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se reconnecter. Toi, justement, par rapport aux femmes que tu accompagnes, euh, comment tu leur donnes, est-ce que tu leur donnes des outils pour apprendre à se reconnecter à leur sens, à leur ressenti? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des solutions pour apprendre la reconnexion? Ah, c'est dur, hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas de formule magique, quoi. Je pense que c'est très très long et que c'est doit partir peut-être d'un désir, d'une volonté, mais il y a aucune formule. Et tu vois, c'était ça que j'ai retrouvé, ce que je voulais dire par rapport au fait que 9 mois, c'était super court pour se mettre à s'informer. Euh, c'est
c'est super difficile parce que c'est une période de vulnérabilité où on est perméable. Et je peux parler de mon expérience où même moi, pendant ma première grossesse, avec les convictions que j'avais, j'ai eu besoin de me réentourer de personnes qui me disaient c'est bon, oui, il n'y a aucun souci, tu peux manger ça, c'est bon pour toi. Enfin, parce que les peurs de chacun, c'est tellement dur d'avoir cette armure et cette carapace pour les repousser et avancer malgré tout. Et ça peut prendre vraiment des mois, des années. Et ça passe partout, ça passe par ce que tu fais, par sortir de son appart, de sa ville, de retourner dans des environnements où on peut respirer l'air qu'on est censé respirer, toucher la terre. Et puis oui, ça passe par l'alimentation, ça passe par un travail peut-être psycho-émotionnel s'il y a besoin, ça passe par se faire aider de la nature, des plantes s'il y a besoin aussi à un moment donné, et puis s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous élèvent. Mais il n'y a pas oui, aucune formule magique, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est vrai que la déconnexion, c'est aussi avec les autres. Enfin, c'est avec Ouais. nos proches, avec les gens qui peuvent nous apporter ce soutien-là et qui sont aussi là pour nous aider à exprimer parfois ce qu'on a du mal à sortir. Les prises de conscience passent aussi par le dialogue et Mais la bien, question de l'entourage est super importante. bien sûr. Et, c'est vrai qu'on a la sensation on n'a jamais été autant connecté avec nos téléphones, nos applis, nos réseaux sociaux. Mais c'est vrai que ça remplace pas cette présence en fait, cette présence. Et puis le toucher, le contact, le lien, Ouais. peau, enfin voilà, enfin, c'est un sens qui est quand même essentiel pour l'être humain. C'est quand même, Mm. c'est quand même incroyable. Mais c'est aussi, pour moi, ça passe par se répéter que personne ne va nous sauver, qu'on a la responsabilité de ses actions, qu'on a la responsabilité de sa vie, qu'on peut tout faire, qu'on est libre. Et si on veut vraiment être libre, bah, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à payer, il y a des choses à investir, c'est du temps, c'est un travail, quoi. Et ça c'est pas quelque chose qui va être tant que... enfin, voilà, on va pas nous le tendre. Il faut aller le chercher, mais c'est quelque chose de tellement puissant et c'est impossible de revenir en arrière. Et après, c'est un pouvoir, mais en tant qu'individu, en tant que professionnel, en tant que thérapeute, mais en tant que mère, en tant que conjointe, c'est dans tous les aspects de sa vie, c'est quelque chose qui a pas de prix quand on s'y intéresse et qu'on y va. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de transmettre pour motiver s'il y a besoin de motivation. Mm. Moi, Et je pense que et c'est vrai que je pense aussi et du on coup, est tous différents et toutes les approches qui sont justes. C'est-à-dire que la reconnexion, je sais pas, on peut la commencer déjà hein, en aimant bien jardiner, se reconnecter aux saisons, se reconnecter au cycle lunaire à travers le jardinage. Pour d'autres personnes, la reconnexion, ça va être un engagement dans une association, se reconnecter avec des gens. Ça va être aussi des activités physiques qui vont nous permettre de nous réancrer au niveau de notre corps, de nos sensations. Ça peut être des balades en nature. En fait, vu que c'est vu que c'est une démarche qui est globale, la porte d'entrée vers le premier pas vers une meilleure reconnexion à soi-même, ça peut prendre énormément de formes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette conscience-là, qu'il faut aller dans cette direction-là, de faire ces constats et après de se dire, OK, j'ai envie de me reconnecter aux gens, à mes sensations, à mon intuition, euh, me reconnecter aussi à ce que je mange. de toute façon, c'est un Ramener les comptes. Voilà, c'est ça. aliment. Ouais. Mais ça passe par plein de choses. Toi, tu parlais de l'alimentation qui avait été vraiment centrale aussi dans ta démarche. La reconnexion, c'est peut-être aussi réapprendre à cuisiner soi-même des plats. Enfin, c'est des choses toutes bêtes. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre énormément de formes. Donc, les portes d'entrée sont multiples. Par contre, une fois qu'on a entamé ce chemin-là, en général, on continue à avancer. Ah oui, ça c'est rare de revenir en arrière, ça c'est sûr. Mm. Mais écoute, je crois on a fait un bon tour de la question. J'ai adoré discuter avec toi. Moi, J'apprécie énormément tes convictions, voilà, ta manière de parler, voilà. On sent merci. vraiment l'engagement et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important dans la profession. Euh, parce que voilà, on a aussi cette mission, au-delà de bien accompagner nos clients, je pense aussi d'essayer voilà, de reconnecter les gens à cette nature, à leur sens, à recréer du lien de manière générale. Et
tu le fais à travers tes publications et tu le fais aussi à travers le discours que tu tiens. Donc, merci pour ça. Je retourne le compliment et je suis d'accord avec toi, il faut l'incarner, quoi. Sinon, après, c'est clair que faites ce que je dis parce que je fais, ça a pas trop de portée, hein. Mm. Voilà, voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup et bah, certainement à très bientôt. Ça marche, au plaisir, merci beaucoup, salut. Merci à tout le monde qui était là. Au revoir.